Ma femme m'a trompé et humilié, puis j'ai hérité d'une fortune et suis devenu son patron. Je n'ai jamais aimé les fêtes d'anniversaire, surtout quand je suis le clown. La salle de cristal bourdonnait du genre de rire de gens qui n'ont jamais eu à s'inquiéter du loyer. Savannah était assise en bout de table, telle une reine tenant sa cour, ses cheveux blonds captant la lumière du chandelier au-dessus d'elle. Elle portait la robe rouge que je lui avais achetée à Noël dernier. À l'époque où je pensais que des cadeaux coûteux pourraient la faire m'aimer davantage. « Ethan, chérie, dit-elle, sa voix portant ce doux poison que j'avais appris à reconnaître. Raconte à tout le monde ta grande promotion au travail. » Je me suis agité sur ma chaise, sentant le poids de 15 paires d'yeux sur moi. Ses amis, tous parfaitement stylés, tous parfaitement cruels, se penchaient en avant comme des vautours sentant la faiblesse. « Il n'y a pas eu de promotion, dis-je doucement. »« Oh, c'est vrai. » Le rire de Savannah tinta comme du verre brisé. « Tu n'es toujours qu'un superviseur de maintenance dans cette petite usine crasseuse. » Mon erreur. Gemma, sa meilleure amie et complice en destruction sociale, eut un sourire narquois. « Ne t'inquiète pas, Ethan. Tout le monde ne peut pas réussir comme Chase, ici présent. » Elle désigna le joli garçon assis 3 sièges plus loin qui avait jeté des regards furtifs à ma femme toute la soirée. Chase Larkin. Un fils à papa. Des dents parfaites. Le genre de gars qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, mais qui possédait d'une manière ou d'une autre la moitié de la ville. Il leva sa coupe de champagne dans un salut moqueur. « Au travail honnête, dit-il, sa voix dégoulinante de condescendance. » La table éclata de rires étouffés. Harper, une collègue de Savannah, tenait son téléphone, enregistrant chaque seconde humiliante pour sa story Instagram. Je pouvais déjà voir la légende, quand le mari de ton ami est une œuvre de charité. Vous savez ce que j'aime chez Ethan, continua Savannah, sa voix devenant plus forte à mesure que le vin lui montait à la tête. Il est si authentique. Regardez ce visage. Ses vêtements. Il est comme une vraie personne, pas comme tous ces beaux garçons artificiels avec qui nous traînons habituellement. Plus de rire. Je sentis ma mâchoire se serrer, mais je restai silencieux. Laissons-la avoir son moment. Je veux dire, sérieusement, poursuivit-elle, gesticulant sauvagement avec son verre de vin. Quand je l'ai épousée, les gens ont pensé que j'étais folle. Savannah, disait-il, tu pourrais avoir tellement mieux. Mais je crois aux œuvres de charité. Les mots me frappèrent comme des coups. 5 ans de mariage. Et c'est ce que je représentais pour elle. Une œuvre de charité, un projet par pitié. Un homme comme toi devrait être reconnaissant que je sois même sorti avec toi, dit-elle, ses yeux verts brillants de malice. Sans parler de t'épouser. Je regardais les visages autour de la table, certains amusés, d'autres mal à l'aise, tous observant le spectacle. Chase rayonnait pratiquement de satisfaction. C'est alors que je l'ai remarqué. La façon dont sa main effleura celle de Savannah lorsqu'elle attrapa son sac à main. Le regard entendu qu'ils échangèrent quand ils pensaient que personne ne regardait. Les pièces du puzzle se mirent en place. Les soirées tardives à la salle de sport. La nouvelle lingerie que je ne l'avais jamais vue porter. La façon dont elle avait commencé à critiquer tout ce qui me concernait avec une précision chirurgicale. Le serveur apparut avec l'addition. 3 000 $ pour le dîner et les boissons. Savannah la poussa vers moi sans un regard. « Joyeux anniversaire à moi », dit-elle en levant son verre. « Et merci à mon cher mari de payer encore l'addition. » Je sortis ma carte de crédit, celle qui atteindrait probablement son plafond après ça, et la tendis au serveur. Mes mains étaient stables, ma voix calme. « Joyeux anniversaire, Savannah. » Elle se pencha et m'embrassa sur la joue. Une performance pour le public. Vous voyez, il n'est pas complètement inutile. Alors que nous quittions le restaurant, Chase s'assura de marcher juste derrière moi. Quand j'atteignis ma camionnette déglinguée, il s'avança et cracha sur le capot. « Oups », dit-il en souriant. J'ai dû glisser. Je regardai la salive couler sur mon pare-brise, puis son visage suffisant. Puis je souris. « Pas de problème », dis-je en montant dans le véhicule. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Je suis rentré seul à la maison. Savannah était partie avec Gemma. Je me suis assis dans ma cuisine sombre, fixant mon téléphone. Pas de message, pas d'appel, pas même un merci pour le dîner à 3 000 $. À 6h47 du matin, mon téléphone commença à sonner. Puis il n'arrêta plus.
Au moment où je fus complètement réveillé, j'avais 139 appels manqués, 67 messages vocaux et 203 SMS, tous provenant du même cabinet d'avocats, Hartwell, Morrison & Associates. Le premier message vocal était formel. Monsieur Callahan, veuillez nous appeler concernant la succession de votre oncle. Le cinquième était urgent. Monsieur Callahan, il est impératif que vous nous contactiez immédiatement. Le 20e était pratiquement une supplication. Monsieur Callahan, vous avez hérité de 25 millions de dollars et d'une participation majoritaire dans Callahan Industrial. S'il vous plaît, rappelez-nous. Je me suis assis au bord de mon lit, fixant mon téléphone. Oncle Frank, le frère aîné de mon père, celui qui avait disparu quand j'avais 12 ans. Le mouton noir de la famille qui était censé avoir dilapidé son héritage dans de mauvais investissements et des femmes encore pires. Il s'est avéré que l'oncle Frank avait été bien occupé. Callahan Industrial se dressait à la périphérie de la ville comme un géant endormi. J'étais passé devant des milliers de fois, sans jamais savoir qu'elle appartenait à ma famille. Le bâtiment principal s'étendait sur 3 pâtés de maisons, avec des cheminées s'élevant vers le ciel gris du matin. Mick O'Brien m'a accueilli à l'entrée principale. Il était bâti comme un réfrigérateur avec des bras, son visage buriné fendu par un sourire qui pourrait vendre une assurance à un cadavre. Vous devez être le neveu de Frank, dit-il en m'écrasant la main. Je suis le contremaître. Ça fait 30 ans que j'attends que quelqu'un de la famille se pointe. 30 ans? Frank m'a embauché à mon retour de tempête du désert. Un homme bien, votre oncle. Bizarre comme tout, mais un homme bien. Allez, laissez-moi vous faire visiter. L'usine était immense. 3 équipes, 400 employés, des contrats avec la moitié des fabricants du Midwest. Oncle Frank avait bâti un empire en vivant comme un ermite. Pourquoi personne n'était au courant de ça, demandai-je alors que nous traversions l'atelier de production principal. Frank était paranoïaque à propos de la famille, expliqua Mick, en criant par-dessus le bruit des machines. Il disait que son frère, votre père, avait épousé une croqueuse de diamants qui avait empoisonné le puits. Il voulait attendre de trouver quelqu'un de digne. Nous avons monté les escaliers vers les bureaux de la direction. À travers les fenêtres, je pouvais voir toute la ville s'étendre en contrebas. Je suppose qu'il a trouvé son homme, dit Mick en me tendant un jeu de clés. Celles-ci sont à vous maintenant, patron. Patron. Je n'avais jamais été le patron de qui que ce soit auparavant. Mon téléphone vibra. Un SMS de Savannah. Où es-tu? Nous devons parler de la nuit dernière. Je montrai le message à Mick. Il le lut et renifla. Votre femme. Pour le moment. Frank l'a mentionné une fois. Il a dit qu'elle avait l'air d'une femme qui vendrait sa grand-mère pour un sac de créateur. Je commençais à bien aimer l'oncle Frank. Marla Hendricks arriva à midi. Elle avait la soixantaine, était vive comme l'éclair et habillée comme si elle pouvait acheter et vendre la moitié de la ville avant le déjeuner. Votre oncle était un homme intelligent, dit-elle en s'installant dans un fauteuil de la salle de conférence. Il a vu ça venir à des kilomètres. Vu quoi venir? La trahison de votre femme. Il l'a fait enquêter il y a 2 ans. Elle fit glisser un dossier en carton sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des relevés bancaires et le rapport d'un détective privé. Savannah et Chase dans des hôtels. Savannah utilisant mes cartes de crédit pour lui acheter des cadeaux. Savannah riant avec ses amis de son mari œuvre de charité dans des endroits où je n'avais jamais mis les pieds. Il voulait que vous ayez des options le moment venu, dit Marla. En parlant de ça, je suppose que vous allez demander le divorce. Je fixai une photo de ma femme embrassant un autre homme sur le parking du restaurant même où elle m'avait humilié. Oui. Bien. J'ai déjà préparé les papiers. Nous pouvons geler son accès à vos comptes immédiatement et changer les serrures de toutes les propriétés que vous possédez. Je ne possède aucune propriété. Marla sourit. Si, maintenant. Votre oncle vous a laissé sa maison, un chalet dans le Colorado et un appartement à Miami, plus l'usine, les comptes en banque et un portefeuille d'actions plutôt impressionnant. J'avais l'impression de rêver. Hier, j'étais un superviseur de maintenance marié à une femme qui me voyait comme une œuvre de charité. Aujourd'hui, je valais 25 millions de dollars et possédais la plus grande usine de la ville. Il y a encore une chose, dit Marla. Votre oncle a laissé des instructions spécifiques concernant votre femme. Quel genre d'instructions? Il voulait que vous ayez la possibilité de... Comment a-t-il dit ça?
Lui donner assez de cordes pour se pendre. Nous avons des preuves d'adultère, de fraude et d'abus émotionnels. Si elle veut jouer sale, nous pouvons l'enterrer. Je pensais à la nuit dernière, au rire, à l'humiliation. À la façon dont Chase m'avait regardé comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure. Voyons d'abord ce qu'elle fait, dis-je. J'ai le sentiment qu'elle va nous faciliter la tâche. Comme si mes paroles l'avaient invoqué, mon téléphone sonna. Savannah. Mais où diable es-tu, lança-t-elle sans préambule. Je t'appelle depuis ce matin. Je suis au travail. Eh bien, rentre à la maison. Nous devons discuter de ton comportement d'hier soir. Mon comportement? Tu m'as embarrassé devant mes amis, assis là comme une loque, mettant tout le monde mal à l'aise. Je travaille avec ces gens, Ethan. J'ai une réputation à maintenir. Je regardais par la fenêtre mon usine, mes employés, mon empire. Nous parlerons quand je rentrerai, dis-je et je raccrochai. Mick souriait. Ça va être amusant, n'est-ce pas? Je pense que oui. Rosa Martinez nettoyait les bureaux de l'usine depuis 15 ans. Elle était petite, silencieuse et avait le genre Dieu qui ne manquait rien. Elle avait aussi, comme je l'ai découvert, un talent pour être au bon endroit au bon moment. Monsieur Callahan, dit-elle, apparaissant dans l'embrasure de ma porte comme un fantôme. Je dois vous dire quelque chose. C'était mon 3e jour en tant que propriétaire, et je m'habituais encore à ce que les gens m'appellent Monsieur Callahan au lieu de « Et, toi ?» Qu'est-ce qu'il y a, Rosa? Elle jeta un regard nerveux autour d'elle, puis entra dans le bureau et ferma la porte. Votre femme, dit-elle. Elle est venue ici, à l'usine, 3 fois le mois dernier avec ce joli garçon. Celui avec la voiture chère. Chase, bien sûr. Que faisait-il? Les joues de Rosa rougirent. Des choses que les gens mariés devraient faire, mais pas des gens mariés à d'autres personnes. Elle sortit son téléphone et me montra une photo. Savannah et Chase dans le parking de l'usine, pressés contre sa BMW, complètement inconscients du monde qui les entourait. Je vidais les poubelles du bureau de la sécurité quand je les ai vus, expliqua Rosa. J'ai pensé que quelqu'un devrait savoir. J'étudiais la photo. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise il y a 2 semaines, alors que je travaillais à mon ancien poste de l'autre côté de la ville, ignorant totalement que ma femme utilisait la propriété de ma famille pour sa liaison. Rosa, pouvez-vous m'envoyer cette photo? Déjà fait. Et Monsieur Callahan, il y a plus. Elle me montra son journal d'appels. 17 appels à divers numéros au cours du mois dernier. J'ai appelé l'avocat de votre oncle toutes les semaines pendant 1 an, dit-elle. Je leur ai dit qu'il devait trouver le neveu de Frank. Je leur ai dit que sa femme n'était pas bonne pour lui et qu'il méritait mieux. Vous avez fait ça pour moi. Frank était un homme bien. Il parlait de vous parfois. Il disait que vous étiez le seul membre de la famille qui comptait vraiment. Elle fit une pause. Il a aussi dit que votre femme montrerait son vrai visage un jour. On dirait qu'il avait raison. Les hommes comme Frank ont généralement raison. Cet après-midi-là, je suis rentré à la petite maison que j'avais partagée avec Savannah pendant 5 ans. Elle attendait dans le salon, entourée de sacs de shopping de magasins que je ne pouvais pas me permettre. Enfin, dit-elle sans lever les yeux de son téléphone. As-tu la moindre idée de l'humiliation que j'ai ressentie quand ma carte de crédit a été refusée chez Nordstrom aujourd'hui? J'ai changé nos arrangements bancaires. Tu as fait quoi? Sa tête se redressa brusquement, les yeux lançant des éclairs. J'ai déplacé mon argent sur un autre compte. Tu devras utiliser tes propres fonds pour faire du shopping. Mes propres fonds, Ethan? Je n'ai pas d'argent. Tu sais bien que je dépense tout ce que je gagne pour entretenir mon apparence. C'est un investissement pour nous deux. Je m'assis en face d'elle, étudiant son visage. Elle était belle. Il n'y avait pas à le nier. Mais c'était le genre de beauté qui nécessitait un entretien constant, une alimentation constante, une adoration constante. Pourquoi ne demandes-tu pas à Chase de t'aider pour ton shopping, dis-je doucement. La couleur quitta son visage. De quoi tu parles? Je sortis mon téléphone et lui montrai la photo de Rosa. Savannah la fixa un long moment, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Ce n'est pas ce que tu crois. À quoi ça ressemble, alors? Il était contrarié par quelque chose. Je le réconfortais. En lui enfonçant ta langue dans la gorge.
Son choc se transformait déjà en colère. C'était fascinant à observer. Comment oses-tu me faire suivre? Je ne t'ai pas fait suivre. Tu as juste été imprudente. C'est ridicule. Et alors, si j'ai des amis? Et alors, si j'ai besoin d'attention de la part de quelqu'un qui m'apprécie vraiment? Regarde-toi, Ethan. Regarde ce que je dois supporter en rentrant à la maison tous les jours. Je me regarde, dis-je, et je demande le divorce. Le divorce? Elle rit. Mais il y avait de la panique dans ses yeux. Pour quel motif? Adultère? Fraude? Fais ton choix. Tu ne peux rien prouver. Je peux prouver que tu as utilisé nos cartes de crédit pour acheter des cadeaux à ton petit ami. Je peux prouver que tu le rencontrais sur la propriété de ma famille. Et je peux prouver que tu as raconté à tout le monde que notre mariage était une œuvre de charité. La propriété de ta famille? Ethan? De quoi tu parles? Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. J'ai hérité de certaines choses récemment, y compris l'usine où tu jouais à la petite maison avec Chess. Tu as hérité de combien? Assez. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans sa tête. La colère s'estompait, remplacée par quelque chose de bien plus dangereux. Le calcul. Ethan, chérie, dit-elle, sa voix soudainement douce. Je pense que nous devons en parler. Vraiment parler. Peut-être que nous avons tous les deux fait des erreurs. Peut-être. Je pourrais changer. Je pourrais être meilleur. Je sais que j'ai été difficile ces derniers temps, mais c'est juste parce que je me sentais si déconnecté de toi. Je me tournai pour lui faire face. Elle avait maintenant des larmes dans les yeux. Des vraies, ou du moins bien entraînées. De combien as-tu hérité? Demanda-t-elle. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr que si. Nous sommes mariés. Nous sommes une équipe. Nous étions une équipe. Tu as décidé de recruter un nouveau joueur. C'est fini. Chess ne signifie rien pour moi. C'est toi mon mari. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris. Fais tes valises, Savannah. Tu as jusqu'à demain soir. Tu ne peux pas me jeter dehors de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison. Ça ne l'a jamais été. Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété. C'est de la folie. Tu ne peux pas juste. Je peux. Et je le fais. Elle me fixa un long moment, et je la vis prendre une décision. Les larmes disparurent. La voix douce se durcit. Très bien, dit-elle. Mais ce n'est pas fini. Tu crois que tu peux me jeter comme une ordure? Tu crois que tu peux m'humilier devant mes amis et ensuite me mettre à la porte? Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi. En fait, dis-je, je crois que je commence enfin à le comprendre. Après son départ, je me suis assis dans ma maison silencieuse et j'ai appelé Mick. Comment ça s'est passé? Demanda-t-il. À peu près comme on pouvait s'y attendre. Elle va se battre salement. J'y compte bien. Bien, parce que j'ai le sentiment que ce n'est que le début. Il avait raison. La vraie guerre était sur le point de commencer. Paige Callahan était ma cousine du côté de mon père, et elle avait le genre d'esprit qui pouvait transformer une liste de courses en une manœuvre de pouvoir. À 28 ans, elle gérait les réseaux sociaux de 3 grandes marques et avait une communauté que la plupart des influenceurs tueraient pour avoir. Elle n'avait aussi absolument aucune patience pour les gens qui s'en prenaient à la famille. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dit-elle, en faisant défiler son téléphone alors que nous étions assis dans mon nouveau bureau. Ta femme t'a humilié en public, t'a trompé avec le fils à papa, et maintenant elle essaie de détruire ta réputation. C'est le résumé, oui. Et elle n'est pas au courant de l'héritage. Pas de toute son ampleur, Paige sourit. Ce n'était pas une expression agréable. Oh, ça va être amusant. Quelle est sa présence sur les réseaux sociaux? Je lui ai montré l'Instagram de Savannah. 15 000 abonnés, des photos parfaitement soignées, des commentaires pleins d'admiration d'autres arrivistes. Basique, dit Paige avec dédain, mais exploitable. Et le petit ami? Le profil de Chess était encore plus prévisible. Des selfies à la salle de sport, des voitures chères, des citations de motivation sur le succès de la part de quelqu'un qui n'avait jamais travaillé pour quoi que ce soit. Mon Dieu, je déteste ce genre de type, marmonna Paige. Ok, voici ce que nous allons faire. Nous allons les laisser se pendre,
mais c'est nous qui allons fournir la corde. Elle passa l'heure suivante à expliquer sa stratégie. C'était diabolique. La clé, c'est la patience, dit-elle. Laissons-les faire le premier pas, laissons-les passer pour les agresseurs. Ensuite, nous répondrons avec des faits. Juste des faits. Et laissons Internet faire le reste. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Ce soir-là, Harper posta une vidéo dans sa story Instagram. Elle me montrait au Murphy's Bar, assis seul avec une bière, l'air fatigué. La légende disait, quand tu réalises que ta femme est trop bien pour toi. Marie triste prise de conscience connaît ta valeur. La vidéo avait été montée pour me faire paraître pathétique. Ils avaient coupé le passage où je riais avec Mick d'histoire d'usine et celui où j'avais offert des verres à une table d'ouvriers du bâtiment qui fêtait un anniversaire. En 1 heure, elle avait été partagée 500 fois. Paige m'appela à minuit. Tu as vu la petite production de Harper? Oui. Parfait. Maintenant, nous répondons. Elle avait déjà créé un compte TikTok pour moi, @aglibutloaded. La première vidéo était simple. Moi, dans mon bureau d'usine, portant un casque de chantier avec la légende, quand ta femme te traite de moche, mais que tu es le propriétaire du bâtiment où elle t'a trompé. Elle est devenue virale en 6 heures. Les commentaires étaient brutaux. Cet homme vient de gagner le divorce. Imagine tromper quelqu'un et découvrir qu'il est ton patron. Le rebondissement du siècle. Elle est sur le point d'apprendre ce que pour le meilleur et pour le pire signifie vraiment. Le lendemain matin, j'avais 50 000 abonnés et 3 demandes d'interview de chaînes d'information locales. Savannah appela à 7 heures du matin, hurlant « C'est quoi cette vidéo, bon sang? Tu possèdes une usine? Depuis quand? Depuis que mon oncle est mort et me l'a laissé. Ton oncle Frank? Le loser qui a disparu? Ce loser valait 25 millions de dollars. Silence. Puis, nous devons parler. Nous parlons. En personne. C'est ridicule. Nous pouvons arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Mon avocate te contactera. J'ai raccroché et j'ai immédiatement reçu un SMS de Paige. Regarde l'Instagram de Savannah. Elle avait posté une photo d'elle, l'air triste et magnifique, avec une longue légende sur les malentendus, le travail sur les moments difficiles et le fait de ne pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les commentaires n'allaient pas dans son sens. Ma belle, tu as triché. Assume. Trop tard pour jouer la victime. Ton mari a l'air d'être un bon parti. Tu as tout gâché. Voilà ce qui arrive quand on confond la gentillesse avec la faiblesse. À midi, Gemma avait rejoint la bataille, postant une série de stories défendant Savannah et m'attaquant. Elle m'a qualifié de manipulateur et a affirmé que j'étais toxique de toutes les manières possibles, suggérant même que ma richesse soudaine était suspecte. C'est à ce moment que Paige décida de passer à la vitesse supérieure. Elle a publié les captures d'écran. Des SMS entre Savannah et Gemma, obtenus par des méthodes que Paige a refusé d'expliquer. Des messages où elle se moquait de mon apparence, planifiait des moyens de dépenser mon argent et discutait de la manière de me gérer pour obtenir ce qu'elle voulait. Le plus accablant datait d'il y a 3 mois. Savannah, parfois, je le regarde et je me demande à quoi je pensais. Jean, je sais que je peux avoir mieux. Gemma, mais peux-tu avoir mieux financièrement? Il paie pour tout. Savannah, c'est vrai. Et il est si pathétique. Il ne me quittera jamais. Je pourrais probablement le tromper ouvertement et il paierait quand même mes factures de carte de crédit. Internet explosa. Savannah Callahan devint tendance, mais pas de la manière qu'elle espérait. C'est devenu un hashtag pour les femmes avouant leurs propres erreurs superficielles et les hommes partageant des histoires où ils s'étaient fait avoir. Mon nombre d'abonnés a atteint 200 000. Chase, pendant ce temps, avait commis l'erreur de poster un selfie à la salle de sport avec la légende, le succès attire les rageux. Les commentaires étaient sauvages. Succès, le fonds en fiducie de papa ne compte pas, imagine être aussi confiant en volant la femme d'un autre. La seule chose que tu as réussi, c'est de prouver que l'argent n'achète pas la classe. Ce soir-là, je dînais avec Mick et Marla quand mon téléphone se mit à vibrer. Tché s'appelait. Réponds, suggéra Marla. Mets-le sur haut-parleur. Écoute, espèce de pourriture, la voix de Tché s'emplit le restaurant. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça s'arrête maintenant. De quel jeu s'agit-il, demandai-je calmement. Ces conneries sur les réseaux sociaux qui nous font passer,
Savannah et moi, pour des méchants. Je ne vous ai fait passer pour rien du tout. J'ai juste dit la vérité. La vérité? Tu veux parler de la vérité? La vérité, c'est que ta femme est venue vers moi parce qu'elle ne supportait plus d'être mariée à un loser moche. La vérité, c'est qu'elle fait semblant depuis des années parce que la vue de ton corps nu la rend malade. Le visage de Mick s'assombrit. Marla prenait des notes. Tu as fini? Demandai-je. Je ne fais que commencer. Tu crois que parce que tu as hérité un peu d'argent, tu es le roi du monde maintenant? Tu es toujours le même minable pathétique que tu as toujours été. Et quand tout ça sera terminé, je vais tout te prendre, y compris ta femme. Théorie intéressante. Ce n'est pas une théorie, c'est une promesse. Profite de tes 15 minutes de gloire, parce que c'est tout ce que tu auras. Il raccrocha. Le restaurant était silencieux. Eh bien, dit Marla, c'était instructif. Vous avez enregistré ça, demandai-je. Elle brandit son téléphone. Chaque mot. Bien. Je pense que nous allons en avoir besoin. Mick fit craquer ses doigts. Tu veux que j'aie une discussion avec le joli cœur? Pas encore. Voyons jusqu'où ils veulent creuser ce trou. Il s'est avéré qu'ils voulaient le creuser très profondément. Le plan était élégant dans sa simplicité. Savannah et Chase, maintenant désespérés et publiquement humiliés, avaient décidé de tenter un dernier coup de poker. Ils allaient s'introduire dans l'usine et y placer des preuves que je détournais des fonds de ma propre entreprise. Rosa les avait entendus le planifier sur le parking de l'immeuble de Chase. Elle rendait visite à sa sœur qui vivait dans le même complexe et avait reconnu la voix de Savannah venant de la BMW. Ils vont faire croire que vous volez de l'argent, expliqua Rosa, sa voix urgente. Le joli garçon, il connaît quelqu'un qui peut falsifier des dossiers informatiques. Ils veulent appeler la police et vous faire arrêter. C'était un plan stupide, mais le désespoir rend les gens stupides. Quand? Demandai-je. Ce soir, pendant l'orage. Les prévisions météo annonçaient de violents orages, du genre qui coupent le courant et gardent les gens à l'intérieur. La couverture parfaite pour une effraction. Mick, Paige et moi avons passé l'après-midi à nous préparer. Nous avons désactivé les lumières principales, mais laissé les caméras de sécurité tourner sur une alimentation de secours. Nous nous sommes positionnés dans les bureaux administratifs avec une vue dégagée sur l'atelier, et nous avons attendu. Ils sont arrivés à 23h47. La BMW de Chase s'est garée à l'entrée latérale, les phares fendant la pluie. Deux silhouettes en sont sorties, Savannah dans un sweat à capuche noire qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, et Chase portant une sacoche d'ordinateur et ce qui ressemblait à un pied de biche. Des amateurs, marmonna Mick, les observant à travers des jumelles. Ils ont forcé la serrure de la porte latérale, une serrure que j'avais fait remplacer par une fausse qui se briserait facilement, et ont disparu dans le bâtiment. Maintenant, nous attendons, dis-je. Paige diffusait tout en direct sur mes comptes de réseaux sociaux. Le nombre de spectateurs grimpait rapidement à mesure que la nouvelle se répandait. La femme infidèle et son petit ami étaient sur le point d'être pris la main dans le sac. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent aux bureaux administratifs. Je pouvais entendre la voix de Savannah résonner dans le bâtiment. C'est de la folie, Chase. Et si on se fait prendre? On ne se fera pas prendre. Et même si c'est le cas, c'est sa parole contre la nôtre. Mais et si? Tais-toi et tiens la lampe de poche droite. Ils ont passé 45 minutes à essayer de pirater le système informatique. L'expert de Chase lui avait apparemment donné une clé USB censée installer de faux dossiers financiers. Ce qu'elle a fait en réalité, c'est déclencher une alerte de sécurité qui a envoyé leur position directement sur mon téléphone. Il était temps d'agir. Je suis arrivé derrière eux tandis que Mick bloquait la sortie. Paige continuait de filmer depuis l'embrasure de la porte. Vous travaillez tard? Demandai-je. Savannah se retourna, le visage blanc de terreur. Chase tenta de dissimuler la clé USB, mais il était trop tard. Ethan, balbutia Savannah. Je peux expliquer. Ah oui? Parce qu'on dirait que vous vous introduisez dans mon bâtiment avec des outils d'effraction. Ce n'est pas ce que tu crois, dit Chase, essayant de paraître confiant. On était juste. Vous étiez juste en train de placer des preuves pour me faire accuser de détournement de fonds, dis-je. Rosa a entendu toute la conversation.
Le visage de Chase passa de confiant à paniqué en quelques secondes. Tu ne peux rien prouver. Je brandis mon téléphone, montrant les images de sécurité. Je peux tout prouver. C'est alors que Chase fit sa plus grosse erreur. Il tenta de s'enfuir. Il bouscula Mick, ou du moins essaya. Mick ne bougea pas. Chase rebondit sur lui comme une balle de tennis sur un mur et trébucha en arrière contre un bureau. « Vous allez quelque part ?» demanda Mick aimablement. Chase regarda sauvagement autour de lui, puis repéra les escaliers de secours menant au toit. Il fonça vers eux, montant les marches 3 par 3. Je les suivis. Le toit était glissant de pluie, les éclairs illuminant la ville en contrebas. Chase était piégé, nulle part où aller sauf en bas. Et la chute était longue. « C'est fini, Chase !» criai-je par-dessus la tempête. Il se tourna pour me faire face, et je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur réelle. Pour la première fois de sa vie privilégiée, il était confronté à des conséquences dont il ne pouvait pas se sortir à coups d'argent. « Tu ne comprends pas » cria-t-il. « Je peux te ruiner. J'ai des relations. J'ai de l'argent. » « Tu avais de l'argent » le corrigeai-je. « J'ai fait quelques recherches. Ton père t'a coupé les vivres il y a 6 mois quand il a découvert tes dettes de jeu. Tu es fauché, Chase. C'est pour ça que tu voulais que Savannah divorce et prenne la moitié de mes biens. » Son visage se décomposa. « Tu ne peux pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » « Je sais exactement de quoi je parle. Tu es un imposteur, Chase. Tu es tout ce que tu m'accuses d'être. » Je fis un pas de plus vers lui. Il recula vers le bord du toit. « Reste loin de moi. Sinon quoi? Tu vas appeler ton papa? Tu vas t'en sortir à coups d'argent ?» Un autre pas. Il était presque au bord maintenant, la pluie ruisselant sur son visage. « Tu m'as traité de moche, » dis-je, ma voix à peine audible par-dessus le tonnerre. « Tu m'as traité de pathétique. Tu as craché sur ma camionnette. Tu as essayé de détruire ma vie. Je suis désolé. Je suis désolé, d'accord? Je quitterai la ville. Je ne t'embêterai plus jamais. Tu as raison sur ce point. » Je mis la main dans ma veste et sortis le pied de biche qu'il avait laissé tomber dans le bureau. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. « S'il te plaît, » murmura-t-il. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Je levai le pied de biche. Et le jetai par-dessus le bord du bâtiment. Il atterrit avec un bruit métallique dans la benne à ordures en bas. « Je ne vais pas te faire de mal, Chase. Je n'en ai pas besoin. Tu t'es déjà détruit tout seul. » Il s'effondra à genoux, en sanglotant. « Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu disparaisses. Je veux que tu quittes cette ville et que tu ne reviennes jamais. Et je veux que tu te souviennes que le loser moche et pathétique que tu as essayé de détruire est la raison pour laquelle tu respires encore. » Quand nous sommes redescendus, Savannah était menottée. La police était arrivée. Marla les avait appelés dès que Chase et Savannah étaient entrés dans le bâtiment. « Ethan, s'il te plaît, » supplia Savannah alors qu'on l'emmenait vers la porte. « On peut arranger ça. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. »« Non, » dis-je doucement. « Tu aimais mon argent. Tu ne savais juste pas que j'en avais. » Elle essaya de dire autre chose, mais les mots se perdirent alors qu'on la poussait dehors, dans la tempête. Le direct avait attiré plus de 100 000 spectateurs. Les commentaires étaient brutaux. Justice est faite. C'est mieux que n'importe quel film. Ne jamais chercher des noix à un homme qui n'a plus rien à perdre. Rebondissement, il avait tout à gagner. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. Savannah n'a rien eu. Le contrat de mariage qu'elle avait insisté pour signer protégeait ses biens, pas les miens, et les preuves d'adultère garantissaient qu'elle ne pouvait pas réclamer de pension alimentaire. Chase a quitté la ville le lendemain de son arrestation. Aux dernières nouvelles, il travaillait chez un concessionnaire automobile à Phoenix, vendant des Toyota à des gens qui, eux, travaillaient pour gagner leur argent. J'ai gardé l'usine, développé les opérations et donné une augmentation à chaque employé. Mick est devenu mon partenaire. Rosa est devenue chef de la sécurité. Paige est devenue ma responsable des réseaux sociaux à plein temps. Et moi, j'ai appris que moche n'est qu'un mot que les gens utilisent quand ils ne peuvent pas voir ce qui compte vraiment. J'étais assis dans mon bureau 6 mois plus tard quand mon assistante a appelé. « Monsieur Callahan, il y a quelqu'un qui veut vous voir. »
Elle dit s'appeler Jennifer Walsh. C'est une journaliste du Tribune. Jennifer Walsh ne ressemblait en rien à Savannah. Elle était jolie d'une manière naturelle, avec des yeux intelligents et un sourire qui semblait sincère. Elle portait un jean et un simple chemisier, et elle me regardait comme si j'étais une personne digne d'être connue. J'écris un article sur les secondes chances, dit-elle. Sur les gens qui ont surmonté l'adversité et trouvé le succès. J'espérais que vous seriez prêt à partager votre histoire. Je regardais par la fenêtre mon usine, mes employés, mon empire bâti sur les cendres de mon ancienne vie. Avec plaisir, dis-je, mais je dois vous prévenir, ce n'est pas une jolie histoire. Elle sourit. Les meilleurs ne le sont jamais. Alors qu'elle installait son enregistreur, je pensais à l'oncle Frank, à Rosa, à Mick et à tous les gens qui avaient vu quelque chose en moi quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Alors, dit Jennifer, parlez-moi de la nuit où votre vie a changé. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai souri. Tout a commencé par une fête d'anniversaire, dis-je. Et ça s'est terminé par le fait que c'est moi qui ai ri le dernier.